Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer la partie pratique des réseaux de neurones récurrents RNN, les LSTM, donc Short Term Memory, et les GRU ou bien GRU pour Gated Recurrent Units. Nous avons déjà vu la théorie derrière ces réseaux dans les vidéos précédentes et maintenant nous allons les implémenter et les comparer pour voir leur comportement sur un même dataset. Je vais commencer par un rappel sur les trois réseaux RNN, LSTM et GRU. Par la suite, je vais vous présenter l'environnement d'implémentation. Nous allons commencer par charger le dataset et par la suite implémenter séparément trois modèles, chacun à base respectivement des cellules RNN, LSTM et GRU. Nous allons utiliser les mêmes configurations, les mêmes paramètres pour les trois modèles. Chaque modèle sera évalué séparément et après, je vais vous présenter une étude comparative pour voir l'intérêt de chacun de ces réseaux. À la fin, bien sûr, une conclusion. Je vous invite à regarder les vidéos de chacune des architectures séquentielles RNN, LSTM et GRU en scannant tout simplement les QR codes ou bien en cliquant sur les liens dans la description de cette vidéo. Les réseaux de neurones artificiels ANN pour Artificial Neural Networks sont des réseaux qui peuvent accepter en entrée et retourne une sortie. Pour les données séquentielles, les ANN ne sont pas performants pour ne pas dire qu'ils ne sont pas utilisables. Par exemple, pour la traduction de l'anglais en français de la phrase "This book is very interesting", les réseaux ANN ne peuvent pas traiter la phrase en une seule entité directement, mais ils peuvent faire la traduction mot par mot, bien sûr, après entraîne. Pour 10, ça sera ce. Mais pour book, qui a plusieurs traductions, ça peut être le nom-livre ou bien le verbe réservé. L'ANN n'a pas d'informations sur l'état précédent et ne peut pas savoir que 10 est toujours suivi par un nom, car il n'a pas de mémoire. Et c'est un grand problème. Pour résoudre ce problème de mémoire, il faut faire appel au réseau de neurones récurrents, les RNN. RNN est un type de réseau de neurones artificiels doté d'une mémoire pour se rappeler des informations précédentes. Cette mémoire est représentée sous forme de connexions récurrentes entre les neurones ou unités de neurones. Ces connexions peuvent former un cycle récurrent, d'où le terme recurrent, là, ou bien récurrent dans RNN. Ils sont utilisés pour le cas des données séquentielles où on a besoin des informations sur les états précédents. Une cellule RNN à l'instant T admet deux entrées, la nouvelle entrée X et l'état caché de la cellule précédente A. Et nous avons deux sorties, l'état caché et la sortie Y. Reprenons l'exemple de traduction de la phrase "This book is very interesting". Pour la deuxième cellule RNN, elle a deux entrées, le mot book et l'état caché précédent à A. Cet état caché va contenir une information sur le mot précédent qui est ici this, alors la traduction sera libre et non pas réservée. Les RNN sont très touchés par le problème de disparition et d'explosion du gradient lors de la rétropropagation et surtout pour les longues séquences, ce qui implique que les poids des unités cachées A seront nuls et que la mémoire ne sera pas propagée tout au long du réseau. Prenons comme exemple un réseau RNN de questions-réponses de type one-to-many, où le modèle doit retourner la capitale d'un pays. Prenons la phrase "Je vis au Maroc". Quelle est sa capitale? Nous avons ici 8 cellules RNN. Comme nous l'avons déjà vu, un RNN utilise sa mémoire par le biais de l'état caché A pour partager l'information dans le réseau. Alors, pour que le réseau RNN soit capable de donner la bonne réponse, il doit garder en mémoire l'information Maroc jusqu'à la fin. Pour résoudre le problème de dépendance à long terme et de gradient instable dont souffrent les RNN, les LSTM pour Long Short Term Memory ont été proposés en 1997. Les LSTM sont des variantes des réseaux de neurones récurrents. Les LSTM ont introduit une nouvelle structure de réseau avec des cellules de mémoire et des mécanismes de porte pour contrôler le flux d'informations de manière adaptative. Nous avons en entrée en plus des entrées comme pour les
RNN, en plus de deux entrées comme pour les RNN, la cellule de mémoire. Et la même chose en sortie. Nous avons trois portes, porte d'oubli, porte d'entrée et porte de sortie. La mémoire à long terme est sauvegardée dans les cellules de mémoire C et la mémoire à court terme est sauvegardée dans l'état caché A. L'utilisation de la cellule de mémoire et des portes dans les LSTM ont multiplié la complexité de calcul par 4, du fait que le nombre de paramètres d'une cellule LSTM est égal à 4 fois le nombre de paramètres d'une cellule RNN. Les GRU, ou bien GRU, pour Gated Recurrent Units, ont été introduits par Cho et ses collaborateurs en 2014. Ils ont été développés pour simplifier la complexité des langues Short-Term Memory LSTM tout en offrant des performances comparables pour la modélisation des séquences à long terme. Les grues sont composées de deux portes principales, la porte de mise à jour Update Gate et la porte de réinitialisation Reset Gate, ce qui les rend plus simples que les LSTM qui en ont trois. La porte de mise à jour décide de la quantité d'informations à transférer vers l'état suivant et la porte de réinitialisation détermine la quantité d'informations passées des états précédents à l'état actuel. Une cellule GRU stocke à la fois les informations à long et à court terme dans l'état caché actuel. Ici sont présentés les trois réseaux RNN, LSTM et GRU. Nous allons passer maintenant à la partie pratique. Pour l'implémentation, nous allons utiliser Google Collaboratory, abrégé Colab, qui est un environnement de notebook Jupyter sur le cloud proposé par Google, gratuitement accessible, utilisant un navigateur web permettant de programmer avec le langage Python. Colab permet l'accès gratuit à des ressources de calcul haut de gamme, y compris des GPU et des TPU pour accélérer les calculs. L'implémentation de cette partie est accessible en scannant le QR code ou bien en cliquant le lien dans la description de cette vidéo. Pour nos implémentations, nous allons utiliser le dataset Yahoo Finance nommé YFinance. Ce dataset est un ensemble de données financières téléchargées à partir de Yahoo Finance. Ce dataset permet l'analyse des données financières permettant aux investisseurs et aux analystes de mieux comprendre les tendances du marché. Ce dataset contient pour chaque jour diverses informations boursières telles que les prix d'ouverture, de fermeture, les prix à haut et bas, le volume de transactions et les ajustements des prix. Le prix d'ouverture est le prix auquel une action commence à se négocier lors de l'ouverture du marché. Le prix de fermeture, c'est le prix auquel une action termine à la fin de la période de trading. Ce prix est souvent considéré comme le plus important et c'est pourquoi nous allons utiliser nos modèles pour le prédire. Les prix hauts et bas sont respectivement les prix les plus élevés et les plus bas auxquels une action a été échangée pendant la période de trading. Pour notre exemple, nous allons télécharger les données de l'action Apple pour la période entre 2010 et 2023 et nous allons essayer de prédire le prix de clôture de la bourse pour ces actions. Le choix de ce dataset est parce qu'il est téléchargeable directement par code Python utilisant l'API ou bibliothèque YFinance. Nous allons commencer par l'importer avec alias YF pour simplification. À noter que si cette bibliothèque n'est pas trouvable sur votre environnement Python, vous pouvez la télécharger utilisant l'instruction pip install YFinance. Et après, bien sûr, l'importer. Pour le chargement du dataset, nous allons utiliser la méthode download en précisant le tracker AAPL pour Apple. Pour d'autres sociétés, vous pouvez consulter l'aide sur cette API. Cette méthode va chercher dans le data frame data les données en précisant la plage de date dans les attributs start et end. Nous allons afficher les premières lignes du dataset. Pour nos implémentations, nous allons utiliser des modèles à base de cellules RNN, LSTM ou GRU pour prédire le prix de clôture close pour une date donnée. Ici est présentée la visualisation de l'évolution des valeurs de
la clôture des actions de Apple par année. Il est très utile de procéder au pré-traitement pour la préparation des données au lieu de les utiliser dans leurs états bruts. Nous allons procéder à une normalisation de type min-max des données pour faciliter l'entraînement des modèles, en particulier pour les réseaux de neurones. La normalisation consiste à mettre les données sur une même échelle. Pour notre cas, c'est entre 0 et 1. Comme je l'ai déjà signalé, nous allons utiliser seulement les informations de prix de clôture spécifiées par l'attribut close. Ici sont présentés les prix de clôture avant et après normalisation. Remarquez bien que le seul changement est dans la plage des données. Par la suite, les données seront structurées en séquences temporelles, ce qui est idéal pour l'entraînement des modèles séquentiels comme RNN, LSTM et GRU. La taille de chaque séquence sera égale à 60. Et à la fin, nous allons diviser les données en 80% pour les données d'entraînement et 20% pour les données de test ou bien de validation. Pour une première implémentation, nous allons commencer par un modèle de réseau de neurones récurrents, RNN. Nous allons utiliser les bibliothèques TensorFlow et Keras. Je vais commencer par définir notre modèle, puis examiner sa structure. Il faut commencer par importer les bibliothèques et classes nécessaires. Je vais utiliser un modèle séquentiel de Keras qui est un type de modèle simple et empilé, idéal pour une pile linéaire de couches. Je vais utiliser la couche Simple RNN pour définir mon modèle RNN. Je vais utiliser la couche dense pour définir la couche de sortie. Alors, je vais commencer par créer mon modèle avec une couche Simple RNN composée de 50 neurones. Bien sûr, la fonction d'activation est tangente hyperbolique. Cette couche va prendre en entrée des séquences de longueur égale à 60 avec une seule caractéristique à chaque étape temporelle. Ensuite, la couche de sortie, c'est une couche dense composée d'un seul neurone et bien sûr la fonction d'activation sigmoïde. Après, afficher les informations du modèle RNN avec la méthode Summary. Ici, j'ai créé mon modèle utilisant la couche simple RNN avec les paramètres les plus utilisés. Or, il y a d'autres paramètres qu'on peut aussi utiliser. Par exemple, donc sur le tableau ci-en face sont présentés les principaux paramètres de la couche simple RNN. J'ai déjà présenté units et activation. Donc, unit, c'est le nombre d'unités de neurones et activation, c'est la fonction d'activation. UsesBIS est un booléen qui précise si oui ou non la couche va utiliser ou non un biais. Par défaut, c'est true. Return sequences est un paramètre essentiel, voire obligatoire quand on veut empiler deux ou plusieurs couches RNN l'une après l'autre. Dans ce cas, il faut indiquer que la couche doit retourner la sortie à chaque étape du temps. Par défaut, sa valeur est false. Return states est pour indiquer que la couche va retourner aussi l'état caché final en plus de la sortie. Par défaut, sa valeur est false. Après avoir fini notre modèle RNN, la prochaine étape consiste à compiler le modèle. La compilation du modèle avec la méthode compile consiste à spécifier l'algorithme d'optimisation ainsi que la fonction de perte, ce qui est crucial pour l'entraînement du modèle. Ici, nous avons utilisé l'algorithme d'optimisation Adam et la fonction de perte MSE pour mean squared error. Une fois que le modèle est défini et compilé, nous pouvons passer à l'étape d'entraînement. Cette étape consiste à ajuster les poids du modèle en utilisant les données d'entraînement et à évaluer les performances de modèle sur les données de validation. La méthode FIT est utilisée pour entraîner le modèle. Elle accepte en argument les données d'entraînement Xtrain et YTrain, le nombre d'époques pour les cycles d'entraînement et les données de validation Xtest et Ytest pour évaluer les performances du modèle à chaque époque. La variable RNN stocke l'historique de l'entraînement, y compris les valeurs de la perte d'entraînement et de validation à chaque époque. Cela peut être utilisé pour tracer les courbes de performance et analyser la convergence du modèle. Nous allons visualiser et afficher les courbes de perte pour l'entraînement et la validation de notre modèle par époque.
Comme je l'ai déjà signalé, la variable history RNN contient ces informations. Plus de détails sont sur l'atelier. Les deux courbes montrent une diminution rapide au début, ce qui indique que le modèle apprend efficacement au début de l'entraînement. La perte de validation diminue initialement, mais montre plus de fluctuations par rapport à la perte d'entraînement. Ces fluctuations indiquent que la performance du modèle sur l'ensemble de validation est moins stable. Cela suggère que le modèle peut surapprendre sur les données d'entraînement. Alors, on remarque bien que notre modèle RNN souffre du problème de vanishing gradient. Dans l'exemple précédent, nous avons utilisé une seule cellule RNN. Par la suite, nous allons ajouter une deuxième cellule RNN après la première et voir le comportement de notre modèle. Pour pouvoir empiler deux cellules RNN l'une après l'autre, il faut utiliser l'argument return sequences et lui attribuer la valeur true pour permettre à la deuxième cellule RNN de traiter la sortie de la cellule précédente. La deuxième cellule RNN est une couche de 20 neurones avec en entrée la sortie de la première cellule RNN. Alors notre modèle est comme suit. Par la suite, compiler, entraîner le modèle avec les mêmes paramètres. On affiche le comportement de la fonction de perte pour l'entraînement et la validation avec notre modèle composé de deux cellules. On peut remarquer qu'avec deux cellules, notre modèle se comporte mieux, mais pas très bien. Nous allons passer maintenant au deuxième réseau qui est LSTM. Nous allons suivre la même démarche, le même processus que celui des RNN. Cette fois, nous allons utiliser la couche LSTM. Nous allons reprendre la même structure que pour le RNN avec 50 unités LSTM, 50 unités neuronales. 60 est la taille d'une séquence d'entrée. La sortie est un neurone complètement connecté. Nous avons 10 400 paramètres pour notre modèle LSTM, contrairement à 2600 paramètres pour le cas d'RNN. Par la suite, compiler et entraîner le modèle avec les mêmes paramètres que RNN. Nous allons tracer aussi les courbes de perte de l'entraînement et de validation. On remarque que les deux courbes atteignent rapidement des valeurs très basses, ce qui suggère que le modèle ne souffre pas de surapprentissage que pour le cas des RNN. Le modèle a une bonne performance sur les données de validation, indiquant qu'il peut bien généraliser sur des données non vues. On peut constater que le LSTM se comporte très bien en comparaison avec le RNN et arrive à surpasser le problème de disparition du gradient dont souffrait RNN. Pour les paramètres de LSTM, c'est-à-dire la couche LSTM, nous avons quelques paramètres en commun avec les RNN, et voilà, mais nous avons aussi l'attribut Recurrent Activation, qui est la fonction d'activation de récurrence qui est par défaut sigmoïde, qu'on peut changer. Unit Forgets BAS pour que le billet de la porte d'oubli soit initialisé à 1 ou non, et bien d'autres. Comme pour les RNN, nous allons tester un modèle avec deux cellules LSTM. Après compilation et entraînement, on peut constater que le modèle avec une seule cellule est plus performant, surtout sur les données de validation, que celui avec deux cellules. La troisième implémentation concerne un modèle GRU. Nous allons voir son comportement dans les mêmes conditions que les RNN et LSTM. Nous allons utiliser la couche nommée GRU, GRU. Le même code sera utilisé pour la création de notre modèle, mais utilisant la couche GRU. Nous utiliserons un modèle séquentiel où la première couche est une cellule GRU composée de 50 neurones, fonction d'activation tangente hyperbolique, et une couche de sortie avec un seul neurone et la fonction d'activation sigma. Ici sont présentés les résumés des modèles avec respectivement GRU, LSTM et RNN. On remarque que le modèle GRU a moins de paramètres que le LSTM, mais plus que le RNN. Maintenant, il faut s'assurer de la pertinence et de la précision de notre modèle GRU.
Nous allons compiler et entraîner le modèle GRU avec les mêmes paramètres et mêmes données que les modèles RNN et LSTM. Nous allons voir le comportement du modèle à afficher les mesures de perte pour les données d'entraînement et de validation. On peut constater que la perte d'entraînement diminue rapidement et se stabilise proche de zéro après seulement quelques époques. Même chose pour la perte de validation qui chute aussi de manière significative au début et se stabilise proche de zéro, ce qui indique que le modèle apprend bien et se généralise correctement. On remarque que sur les figures de perte pour les grues et les STM, que les deux modèles montrent une bonne concordance avec une perte minimale après quelques époques, ce qui indique qu'ils sont bien entraînés et capables de généraliser sur les données de validation. On peut constater que le GRU converge rapidement que le LSTM. Et comparant les trois modèles, on peut constater que les GRU et LSTM performent très bien que les RNN. Mais en termes de complexité, le modèle à base de GRU présente un très bon compromis. Il présente un excellent comportement, pareil que celui de LSTM, et bien meilleur que le modèle RNN, mais avec moins de paramètres que le modèle à base de LSTM. Comme pour les autres modèles, nous allons tester le modèle avec deux cellules GRU. On remarque que l'ajout d'une deuxième cellule GRU a entraîné une instabilité pour la généralisation sur les données de validation. Les paramètres les plus utilisés pour la couche GRU sont presque les mêmes que ceux utilisés pour le LSTM. On peut trouver quelques paramètres qui sont présents pour le GRU seulement, mais comme par exemple le set after, et qui permet d'utiliser des optimisations spécifiques au calcul GP. Dans cette vidéo, je vous ai présenté en détail les implémentations des réseaux RNN, LSTM et GRU pour la régression utilisant les données séquentielles et surtout à long terme. Nous avons remarqué que le RNN n'est pas efficace, et ceci est dû au problème de Vanishing Gradient. Le LSTM a pu résoudre ce problème, mais avec une complexité due au nombre très élevé de paramètres entraînables. Et à la fin, l'implémentation de GRU a pu réduire cette complexité tout en gardant une performance très similaire à l'LSTM. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous avez des questions ou suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un email. Je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.